Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux parmi nous aujourd'hui. On est très heureux d'être là à nouveau pour une conférence au Quai des Savoirs qui nous accueille chaque année. C'est la 25e édition de la Semaine du Cerveau qui continue jusqu'à demain dimanche. Le Quai des Savoirs donc, fait son exposition jusqu'au 5 novembre sur Feu, Méga Feu. Donc n'hésitez pas à aller voir l'exposition si vous ne l'avez pas vue. Et c'est dans ce contexte-là qu'on fait cette conférence ce soir. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lilian Fautrel, qui est enseignant-chercheur à l'INU Champollion à Albi et qui est rattaché au laboratoire INSERM Tonique à Toulouse. Et avec lui, Sylvain Gobert, qui est sapeur-pompier au S10 77. Et donc tous les deux vont nous parler de la préparation mentale chez les sapeurs-pompiers, donc de travail de recherche à ce sujet. Donc je vais leur laisser la parole et vous aurez ensuite la possibilité de poser vos questions. Merci. Merci Laure, merci à toi et merci à la Semaine du Cerveau pour cette invitation. Merci à toutes et à tous pour votre venue ce soir. Je suis impressionné par le monde et par la salle remplie. Alors je vous propose, sans plus attendre, de commencer directement. Donc pour commencer, on ne se connaît pas du tout et pour pouvoir vous emmener avec nous dans cette présentation, on va déjà commencer par se forger un petit chemin de vie commun, 20 minutes de vie commune qu'on va avoir ensemble. Et pour commencer à vous emmener dans ce voyage, je vais laisser la parole à Sylvain qui est à côté de moi. Eh bien, bonsoir à tous. La première expérience qu'on vous propose avec Lilian, au travers de cette conférence, il y aura deux enjeux. Le premier, ce sera de découvrir les travaux sur le sujet de la prépa mentale, et le deuxième, c'est de vous faire vivre certaines des techniques et peut-être les découvrir. Donc, pour commencer, il est conventionnel de se poser des questions sur comment on s'habille le matin avant de partir au travail, en fonction des conditions climatiques, en fonction du taux d'humidité. Et donc, on ne se pose pas forcément tout le temps la question de comment je me sens, moi, ce matin, avant de débuter ma journée, pour optimiser et du coup être plutôt dans l'anticipation, dans l'action, plutôt que dans la réaction. Donc je vous invite tranquillement à vous tenir bien droit, les pieds ancrés au sol. Et donc, si vous avez envie de participer, de mettre les téléphones en mode avion. Et donc comme ça, de poser le regard dans le vague, éventuellement de fermer les yeux et de focaliser votre attention sur votre respiration. Lorsque j'inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se forme et les épaules s'élèvent. Et à l'expiration, c'est le mouvement inverse où les épaules s'abaissent, la poitrine se vide et l'abdomen rentre vers la colonne vertébrale. Et comme ça, je peux apprécier la respiration et commencer à me poser 3 questions. La première, c'est par ma petite voix interne, m'interroger sur les pensées qui traversent mon cerveau. Et est-ce que ces pensées sont en adéquation avec ce que je vais être amené à faire? Dans l'activité qui va suivre, on va vous demander de réaliser une petite action motrice. Donc du coup, l'idée, c'est d'atteindre un état interne dans lequel vous pourrez être concentré, attentif, pour réaliser une petite action de dextérité. Et donc, pour cela, il faut que vos pensées, vos émotions soient favorables. Et l'idée, c'est d'accueillir vos émotions et de plutôt sélectionner celles qui seront attrait à la curiosité, à l'attention, à la concentration. Peut-être je suis surpris. En tout cas, l'idée, c'est d'accueillir. Et dans un troisième temps, c'est d'observer les mouvements, la posture dans laquelle je me trouve. Et de faire le constat sur est-ce que ces pensées, ces émotions, ces gestes, ces mouvements sont en adéquation avec la situation qui va venir. Et pour ça, je peux prendre quelques respirations où le temps d'expiration sera plus profond pour essayer de conditionner un état d'apaisement. Voilà, c'est très bien. Parfait. Maintenant qu'on est tous conditionnés, on va apprendre tous ensemble, tranquillement, en réouvrant les yeux. Vous avez dû trouver sur votre siège, au moment de prendre place, un petit bout de ficelle, jaune ou rose.
Si vous nous regardez en différé chez vous devant votre ordinateur, je vous invite à mettre pause à ce moment et d'aller chercher un petit morceau de ficelle d'une trentaine de centimètres. Parce que nous allons apprendre ensemble à faire une tâche très simple, mais qui est une tâche vitale pour les pompiers, puisque c'est un nœud qui leur permet de s'encorder et de se sécuriser. On appelle le nœud de 8. Donc on va tous apprendre à le faire ensemble. Donc le petit bout, là, vous allez le prendre à peu près par le milieu. Et vous avez toujours un petit morceau un peu plus court que l'autre. Ce morceau un petit peu plus court, ça va être votre petit serpent. Et le morceau plus long, ça va être votre tronc, le tronc d'un arbre. Votre serpent, il passe tout simplement devant le tronc. Ensuite, il va aller se promener et il va faire le tour de l'arbre. Il fait le tour de l'arbre et en rebroussant chemin, ce petit serpent, il va tomber dans le petit terrier que vous avez formé. Et en tendant tout doucement votre petit serpent et votre tronc, vous avez formé votre nœud de 8. On peut le refaire une fois. Le petit serpent passe devant son tronc, fait le tour du tronc et en rebroussant chemin, il rentre dans son terrier. Facile. Pour tout le monde. Super. Alors, vous pouvez défaire ce petit nœud de 8. Et ça, c'était juste un petit préambule. Maintenant, je vous propose qu'on se plonge pleinement dans le début de notre parcours ensemble à l'occasion de cette conférence. Cette conférence, pour laquelle nous sommes invités, tourne autour des feux. Le feu, pour les scientifiques, le feu, c'est une réaction chimique entre 3 éléments. Un combustible, de l'oxygène et un déclencheur qui apporte de l'énergie. Pour l'humanité, le feu, c'est plus qu'une réaction chimique. Pour l'humanité, la découverte du feu, c'est un tournant majeur dans son histoire, il y a plus de 400 000 ans avant notre ère. Pour l'humain, en tant qu'individu, la maîtrise du feu devient une technologie des plus importantes. Elle lui permet d'éloigner les prédateurs, de dormir au sol, de travailler les matériaux et tout simplement de se chauffer. La maîtrise de ce feu va permettre la cuisson des aliments. Cuire les viandes et les poissons élimine les parasites et diminue les maladies. Certains végétaux non comestibles à l'état cru le deviennent une fois cuits. Mais le feu, c'est aussi encore aujourd'hui un formidable vecteur social et émotionnel. Le feu induit spontanément un espace convivial, source de chaleur, de lumière, d'un sentiment de protection, de bien-être, dans lequel les individus se retrouvent pour partager des moments agréables. À partir de ce moment, je vous invite, avec moi, à vous immerger complètement et à vous imaginer dans votre vous intérieur, vous trouver à proximité d'un feu réconfortant, un feu protecteur, un feu qui vous apaise. Vous pouvez ressentir la chaleur des flammes sur votre visage, sur vos épaules. Elle vous permet de décontracter les bras,
Elle vous permet de vous sentir complètement relâché, apaisé. Et pendant cette immersion, je vous propose tout doucement de vous imaginer en train de réaliser ce nœud de 8 que nous avons vu ensemble. Essayez de visualiser le trajet de votre cordelette. Le serpent qui tourne autour de son arbre et qui, rebroussant chemin, rentre dans son cerisier pour former ce nœud de 8. Ressentez les brins de la tresse qui glissent dans vos doigts au moment où vous serrez avec succès ce nœud que vous venez de réaliser. Je vous invite à rouvrir les yeux et à réaliser pour de vrai, cette fois-ci, ce nœud de 8. Ça vous prend moins de 10 secondes. Vous pouvez défaire ce nœud de 8. Parce que le feu, c'est aussi un grand destructeur. Le feu est capable de faire disparaître 450 000 hectares de forêt en un été à travers toute l'Europe. Le feu, c'est aussi l'enfer du pompier, dont les températures, quand les pièces s'enflamment, peuvent dépasser les 600 degrés. Le feu, c'est un ennemi mortel et sournois pour tous les pompiers. Et à partir de ce moment, vous avez exactement 10 secondes pour réaliser votre nœud de 8. Vous perdez déjà du temps. Vous n'avez plus que 5 secondes. 3. Sans ce nœud, vous ne sortez pas. Dépêchez-vous. Qui n'a pas terminé son nœud? Pourtant, vous avez eu presque le double du temps qu'il vous a fallu pour réaliser votre nœud quand vous étiez apaisé. Nouvelle petite tâche à présent. Essayez de ne plus penser à l'incendie. Essayez de ne plus penser à la maison qui brûle. Essayez de ne plus entendre ce bruit des flammes. Oubliez les cris. À quoi tu penses tout de suite? Tout de suite là. À la maison qui brûle. Pourtant, on a dit de ne plus y penser. À quoi tu penses? À quoi vous pensez tout de suite? Peu importe. À la maison qui brûle. On a beau se répéter, ne pensons plus à l'incendie, ça reste. C'est tout à fait normal. Pour continuer cette aventure, je vous propose de suivre une petite séance avec Sylvain pour redescendre ce cœur et cette respiration que, de manière pas très sympathique, je vous ai fait monter très vite en peu de temps. Eh bien, comme tout à l'heure, vous avez libre choix déjà de participer ou non à cette relaxation psychophysiologique personnalisée. Et donc, pour faire redescendre un petit peu votre état d'activation, je vous propose de vous installer bien ancré dans le fauteuil, les 2 pieds à plat au sol, la tête neutre, le dos bien droit. Et l'objectif de cette séance va être de réguler votre état interne afin d'obtenir une sérénité, un calme, l'apaisement, voire même récupérer un peu si j'en éprouve le besoin. Je vais réaliser ma petite météo interne en me posant les petites questions. Quelles pensées me traversent? Quelles sont les émotions du moment? Est-ce que ma posture, mes gestes ou mon immobilité vont me permettre de récupérer? Et si vous en êtes d'accord, je vous invite à verbaliser une intention. C'est avec votre petite voix intérieure, me fixer mon propre objectif pour cette séance, qui peut être de récupérer ou d'acquérir le calme. Et je vous demande de le verbaliser. Et puis maintenant,
je vous propose de prendre une grande inspiration en gonflant la poitrine, le ventre, la poitrine, les épaules s'élèvent. Même chose à l'expiration, où j'expulse la quantité totale d'air inspiré. C'est très bien. J'inspire, mon ventre se gonfle, ma poitrine se gonfle, mes épaules s'élèvent. Et à l'expiration, je procède épaules, poitrine, ventre. Je peux également maintenant prendre une grande inspiration et rester en blocage inspiratoire. J'inspire, ventre, poitrine, épaules. Je retiens l'air quelques instants, sans forcer, sans effort. Et à mon rythme, je relâche et j'expulse tranquillement la quantité totale d'air. Peut-être que déjà, je peux ressentir un certain rythme agréable. Et pour approfondir un petit peu plus cet état de détente, je vais pouvoir prendre en compte mon visage. Venir essayer de relâcher mon front qui peut devenir lisse. Toujours accompagné de cette respiration légère et efficace. Essayez de venir relâcher les tempes, les sourcils, les muscles des zones oculaires. Mes joues peuvent devenir souples. Peut-être ma mâchoire qui se desserre à présent. Et à chaque expiration, toujours un peu plus de calme. Et par une grande inspiration, suivie d'une expiration, je vais diffuser l'état de détente du sommet du crâne en direction de mes épaules qui peuvent s'abaisser. Ressentir ces trapèzes qui peuvent se délier. Et à chaque expiration, propager l'état de détente de la base du cou en direction des bras. Et à chaque expiration, toujours un peu plus longue, peut-être percevoir un certain état de lourdeur ou de légèreté au niveau des coudes, des poignets, jusqu'au bout des doigts. Essayez de percevoir mes deux bras dans leur totalité, sans rien faire de particulier, juste observer l'état de ces deux bras. Je peux maintenant percevoir chaque sensation agréable sur le haut du corps. Et par la respiration et de grandes expirations, je vais essayer de propager cet état agréable tout le long de ma colonne vertébrale. Chaque expiration, je peux peut-être ressentir un certain frisson, un endormissement qui glisse jusqu'au bas du dos, qui se propage à présent dans les fessiers peut-être. Toujours accompagné de cette respiration libre, légère, mais si efficace. Et à chaque expiration, essayez d'évacuer en visualisant les éventuelles tensions résiduelles dans les cuisses à présent. Essayez de délier les genoux, de relâcher mes mollets, jusqu'au bout des orteils, et venir prendre toutes les sensations agréables au niveau de ses jambes. Et à présent, laissez mon corps s'alourdir ou s'alléger. Captez les moindres zones de contact avec les vêtements, sur mes cuisses, sur mes bras. Peut-être l'élastique des chaussettes, le lien des lacets. Je suis à l'écoute de toutes les sensations. Et à présent, je peux peut-être même m'observer
partiellement ou totalement relâché dans l'environnement de mon choix, me projeter en pleine récupération, à la montagne, à la mer, lors d'une balade en forêt. Percevoir toutes les odeurs, le son du vent dans les arbres, le bruit des vagues. Et à présent, avec une petite caméra externe, venir m'observer de l'extérieur, en plein état de sérénité, de récupération. Je peux prendre de la hauteur, faire le vide à présent, essayer de m'évader quelques instants. C'est très bien. Et toutes ces sensations agréables, je vais maintenant me faire à l'idée de les quitter, de les ramener ici et maintenant, en reprenant le contrôle de ma respiration, où j'inspire ventre, poitrine, les épaules s'élèvent, je peux observer le trajet de l'air frais qui rentre dans mes poumons et qui vient dynamiser mes muscles. Je peux à présent ouvrir les yeux, commencer à prendre en compte l'environnement dans lequel je me trouve, et puis venir faire quelques mouvements au niveau des épaules, des poignets, des mouvements de tête, venir faire une grande inspiration et une expiration la plus courte possible, où j'inspire et j'expire de façon brève, en me dynamisant, et l'objectif étant de regagner la concentration, l'attention pour le reste de la présentation. Alors, ce qu'on vient de faire, là, depuis le début de cette expérience commune, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu jouer un petit peu avec votre système biologique et votre réaction au stress, de manière infime, mais quand même significative. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? Le stress, c'est un ensemble de réactions de notre corps à une situation contraignante, le temps pour faire son nœud. Quand je vous verbalise qu'il vous reste que 10 secondes et que je compte, c'est une contrainte qui augmente votre stress. Menaçante, le flash de lumière, l'alarme, les cris, ou nouvelle, un peu tout, puisque je ne vous avais pas prévenu que ça arriverait. Lorsque votre corps est soumis à un stress, ou qu'il identifie un stimulus comme stressant, que se passe-t-il pour votre corps? Le stress, on le perçoit un peu aujourd'hui comme quelque chose d'extrêmement négatif. À la base, c'est une réponse, c'est un ensemble de réponses pour se défendre. Le stress, il en existe différents niveaux. Alors, lorsque je suis très peu stressé, on va parler de sous-stress. Franquin nous a offert ce personnage qui vit toute sa vie en sous-stress, même si la situation exigerait un petit peu plus de dynamisme. Le stress aigu optimal, vous pouvez aussi le croiser sous l'appellation de bon stress. C'est ce stress qui nous permet d'être au maximum de notre potentiel et plutôt meilleur dans nos performances que lorsqu'on est en sous-stress. Mais si je dépasse ce stress optimal, j'arrive sur une amplitude de surstress. Si ce surstress ne dure pas trop longtemps, on l'appelle le surstress aigu. C'est ce surstress qui vous diminue légèrement votre potentiel. On bégaye, on a des trous de mémoire, on a les mains qui tremblent ou qui transpirent. Si ce surstress dure dans le temps, puisque tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie affective, que ce soit dans une sphère de son évolution, je suis en surstress, le stress s'installe et devient chronique. Il entraîne l'anxiété, la dépression et le fameux burn-out notamment. Alors ce stress, on pourrait le placer sur un continuum. On n'a pas de case qui marque le passage d'un stress à l'autre, c'est un continuum. Et en fonction de ce continuum de stress, je pourrais évaluer mon potentiel de performance. Alors, si je traçais
schématiquement une courbe de mon potentiel de performance en fonction des niveaux de stress, j'aurai une courbe qui a cette allure-là. Je suis à un potentiel réduit lorsque je suis en sous-stress. Puis, mon potentiel de performance est maximal lors de la zone de stress optimale. En surstress, ce potentiel de performance retombe pour être au plus bas en phase d'épuisement. Ça, c'est ce qui nous arrive à tous dans notre vie de tous les jours, ce qui nous est arrivé lors des 20 premières minutes. D'un point de vue physiologique maintenant, comment ça marche? Vous identifiez un stimuli stressant, visuellement, affectivement, et ce stimulus stressant va être capté par vos sens et les messages d'information vont être analysés par votre cerveau. Lorsqu'on a des alarmes de stress, le système nerveux autonome, l'un des sous-systèmes nerveux autonomes, le système sympathique, fonctionne comme un accélérateur. Lorsque je suis sous stress, pour me protéger, le système sympathique va, par des messages hormonaux et électrophysiologiques, augmenter l'activité et le rythme de votre cœur, accélérer votre respiration, libérer du glycogène, le carburant de vos muscles, directement dans votre sang, alors que vous n'avez pas encore commencé à bouger. Augmenter votre pression artérielle pour ramener plus vite le sang sur vos muscles et sur vos cerveaux. Si je dois faire un effort de concentration très important ou si je dois faire un effort physique très important, ce stress-là est une bonne chose. Il me permet d'être plus performant. Par contre, si le stress disparaît, le stimulus stressant a disparu. Si je laisse mon organisme dans cet état de stress avec l'accélérateur sympathique qui domine mon système, eh bien, par exemple, l'augmentation de la pression sanguine, qui était bénéfique dans le cas précédent, devient un problème. Lorsque ça se chronicise, on parle d'hypertension artérielle. Le rythme cardiaque, qui ne retrouve pas son rythme de repos, induit une suraugmentation de l'activité et une fatigue cardiaque. Donc, lorsque le stimulus stressant disparaît, il faut être capable, rapidement, de passer sur le système inverse, le jumeau opposé du système nerveux autonome qu'on appelle le système parasympathique. Si le sympathique est un accélérateur, le parasympathique est un frein. Il va venir ramener tout doucement l'ensemble des systèmes, les freiner pour retrouver l'homéostasie, c'est-à-dire le fonctionnement à l'état normal de votre corps. Si maintenant, je vais étudier non plus le sens commun, nous tous, mais que je l'applique au métier du pompier. Les missions des pompiers, c'est d'enchaîner des interventions dans des milieux et des situations hostiles variées sur des périodes de temps continues. Un pompier peut passer d'une intervention dans un milieu hostile qui peut être sous-marin, par exemple, rentrer à la caserne, repartir sur une intervention de secours de circulation, revenir en caserne, peut-être un peu plus tard ou en pleine nuit, devoir décaler sur un incendie, revenir, et quelles que soient ses émotions, sa fatigue, son stress, pouvoir repartir peut-être au petit matin sur un malaise ou un secours à victime. Un secours à victime pendant lequel il ne doit pas communiquer son stress à la victime. Chez les pompiers, la répétition des stress dus à leur métier, dans la littérature scientifique, a été démontré que cette augmentation de fatigue due à la répétition de stress diminuait les performances des pompiers, qu'elle allait augmenter significativement le risque que les pompiers se blessent ou aient eux-mêmes des accidents pendant une opération. Ce stress augmente la fréquence cardiaque de repos et cette suraugmentation, chez les pompiers américains notamment, en 2007, va provoquer jusqu'à 100 fois plus d'infarctus dans la population des pompiers que dans la population générale, tout paramètre étant égal par ailleurs. Donc pour les pompiers, entre autres, il est vraiment très très important de pouvoir passer de la zone de performance optimisée quand je suis en intervention
vers la zone de sous-stress dès que j'ai fini mon intervention, sans que ces pensées et ce stress continuent d'augmenter mon système alors que je n'ai pas besoin du stress, je suis en caserne. Et vous avez vu que simplement le fait de se dire « ne pense plus à l'incendie », ne pense plus à la victime que tu viens de croiser, ça ne suffit pas. La pensée, elle reste. L'objectif premier de notre équipe de recherche, ça a été de vérifier s'il existait des outils qui nous permettaient de diminuer ce stress. Alors, dans la littérature, nous avons trouvé plusieurs outils et nous en avons sélectionné deux. Deux outils que je pourrais qualifier d'ancestraux. Les techniques de respiration relaxante et les techniques d'imagerie mentale que vous avez vécues au moins une fois avec nous en début de la séance, sous le guide de Sylvain ou pendant la réalisation des nodes 8. Les expériences scientifiques, les travaux scientifiques nous montrent qu'effectivement, ces deux techniques, elles peuvent diminuer le stress psychologique, diminuer le stress cardiaque et activer le frein de mon système nerveux autonome. Alors la question qu'on s'est posée, c'est en théorie, ça doit marcher. Mais est-ce que réellement, si on le fait avec des pompiers français, ça marche? Donc on a voulu le vérifier avec un premier protocole expérimental. Donc nous, les petits scientifiques qui travaillons dans l'Aveyron et le Tarn, là, on est monté chez les pompiers du SDIS 77 et on a commencé l'expérimentation en faisant faire courir le plus vite possible pendant 12 minutes 40 pompiers. Leur objectif, c'était de faire la plus grande distance possible, histoire de générer un stress respiratoire et cardiaque. On a fait une petite pause, et puis on a mesuré leurs paramètres cardiaques. Juste deux mots sur ce que veut dire ces deux abréviations-là. La FC, c'est la fréquence de leur cœur, en battements par minute, et la VFC, c'est la variabilité de leur fréquence cardiaque. Cette variabilité de leur fréquence cardiaque, pour nous, c'est un indice indirect du système nerveux autonome qui domine à ce moment-là. On peut, à travers cette mesure, savoir si l'individu est plutôt sur une accélération ou plutôt sur un système qui va le freiner. Et ensuite, on a séparé le groupe de 40 pompiers en deux. Premier groupe, on a fait ce qu'ils pourraient faire dans une caserne quand ils reviennent d'une intervention, c'est-à-dire une phase de lecture agréable, allongée. Et les 20 autres pompiers, ils ont réalisé un protocole conjoint de respiration profonde et d'imagerie mentale, comme vous avez réalisé avec Sylvain après l'incendie. Sensiblement la même chose. Une fois que c'est fait, il nous suffit de remesurer la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque sur nos deux groupes, de les comparer, mais également de les refaire courir un petit coup, parce que quand même ça reste des pompiers, à un moment donné il faut que ça bouge. Ce qui va nous permettre ensuite d'avoir à la fois les résultats sur leur système cardiaque et sur leur performance. Alors, les résultats de cette étude, vous aurez en blanc les résultats du groupe contrôle et en gris les résultats du groupe expérimental qui a pratiqué respiration profonde et imagerie mentale. Au niveau de la performance, le groupe qui a fait lecture a couru 70 mètres de moins au second test qu'au premier test. Leur performance a diminué de 70 mètres, ce qui est normal avec la fatigue de la première réalisation. Le groupe expérimental n'a diminué que de 15 mètres sa performance. Notre intervention a contribué à un meilleur maintien de la performance à vitesse maximale aérobie dans ce groupe de pompiers. Au niveau cardiaque, le groupe qui a lu avait une fréquence cardiaque qui a diminué en moyenne de 4 battements par minute pendant la séance de lecture. Le groupe qui a fait l'imagerie mentale et la respiration profonde a diminué sa fréquence cardiaque de 12 battements par minute en moyenne. Ce protocole et ces outils nous permettent donc quantitativement une meilleure récupération cardiaque chez nos pompiers.
Pour les marqueurs du système nerveux autonome, tout se confirme. Le groupe lecture active de 200% le système freinateur parasympathique, pendant que dans le même temps, c'est une augmentation de 800% du frein vagal qui s'obtient lorsque l'on pratique la respiration profonde et l'imagerie mentale. Donc cette première expérience, elle nous a amené à démontrer qu'un protocole qui combine imagerie mentale et respiration profonde peut optimiser significativement la récupération cardiaque chez les sapeurs-pompiers et ainsi favoriser un meilleur maintien de leur performance. Donc, ce qu'on vient de démontrer là, c'est qu'avec ces outils simples que vous connaissez maintenant, puisqu'on l'a fait ensemble, on peut aider les sapeurs-pompiers à passer d'une zone de stress, voire de surstress, à une zone de stress maîtrisé sous stress. Mais le pompier, ce n'est pas seulement diminuer son stress. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables aussi de produire leur maximum de performance dès que la cloche sonne. Et ce, à tout moment de leur garde. Autant la première heure de prise de service que 24 heures plus tard, à 3 heures du matin. Donc il faut que mon pompier il soit aussi capable de passer très rapidement d'un état d'hypovigilance à un état de stress optimisé. Autrement dit, nous, d'un point de vue scientifique, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'utiliser des outils pour accélérer le passage de la zone homéostasique à la zone de stress optimisé? Alors, là encore, petite revue de littérature, il existe 2 outils, les mêmes outils, la respiration dynamisante et les techniques d'imagerie mentale et dialogue interne. Dans la littérature, on trouve des études qui ont démontré que soit les techniques de respiration dynamisante, soit les techniques d'imagerie mentale permettaient d'augmenter la force, d'augmenter l'activation musculaire et d'activer le système, cette fois-ci sympathique, le système accélérateur du système nerveux autonome. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut transposer ces protocoles de la littérature à nos pompiers? Et bien là encore, il n'y a pas 50 solutions pour répondre à la question, il faut essayer. Donc dans un premier temps, nous avons réalisé une étude de cas uniques, c'est-à-dire que nous avons pris 3 pompiers et chez ces pompiers, pendant 4 jours, nous leur avons demandé une petite expérience que je vais vous détailler en introduisant de la préparation mentale et en la retirant pour voir si l'introduction d'une préparation mentale avait un impact significatif sur leur performance. L'expérience était très simple. Les pompiers étaient munis d'un bip. Chaque fois que le bip sonne, ils devaient courir le plus rapidement pour s'équiper. Une fois qu'ils étaient équipés, ils mettaient un casque sur les oreilles. Dans ce casque, on leur passait soit en condition baseline, contrôle, une bande son qui était une bande sonore de déplacement dans une ambulance pendant 6 minutes dans un centre-ville, avec des bruits de sirène, d'accélération, de klaxon. Lorsqu'on introduisait les pratiques de préparation mentale, on a gardé la bande son de l'ambulance à laquelle on a rajouté une bande de séance de respiration dynamisante et d'imagerie mentale. Tout de suite derrière, on a enregistré la capacité maximale qu'avaient les pompiers à serrer le plus fort possible une pince dans leurs mains. Et cette pince nous donnait leur production de force. Donc globalement, 3 pompiers, 4 fois 24 heures, 8 mesures pendant une journée, nuit et jour. Les résultats sont les suivants. Vous avez sur l'axe vertical la force développée par chacun des pompiers en kilos et sur l'axe horizontal, le temps, c'est-à-dire les heures du jour pendant les 4 jours. Chez notre premier pompier, vous avez ici les résultats. La barre horizontale rouge, c'est la barre qui représente la performance maximale de ce pompier en condition baseline, c'est-à-dire qu'en condition de base, il n'a jamais fait plus. Les pointillés gris, c'est la performance moyenne. En moyenne, dans des conditions normales, voici les performances de force de ce pompier. Ce qu'on voit, c'est que durant les phases d'intervention, l'ensemble des performances est supérieur ou égal au maximal des performances en condition baseline.
est 100% supérieur à la moyenne de sa performance en conditions baseline. Donc pour le pompier numéro 1, on a un effet d'optimisation dans un petit peu plus de 80% des mesures. Autrement dit, quand il pratique cette préparation mentale, dans 80% du temps, sa performance de force est meilleure. Dans notre pompier numéro 2, on a des résultats similaires avec un effet d'optimisation de 75%. Et pour notre pompier numéro 3, un effet d'optimisation supérieur à 85%. Donc, chez ces 3 pompiers-là, le protocole qui combine imagerie mentale et respiration dynamisante optimise leur capacité de production de force avec un effet globalement modéré à important. Donc, ces résultats nous ont amenés à faire une étude beaucoup plus large, une étude de groupe, où cette fois, on a pris 34 pompiers. Comme la première étude, on a partagé le groupe en 2. On leur a fait faire ce que tous les pompiers aiment bien, hein, plein de pompes, plein de pompes, plein de pompes, le maximum possible. Gainage, 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 le plus longtemps possible. Test de force. Un groupe qu'on a dynamisé de manière très classique avec juste un échauffement musculaire, comme vous pouvez faire avant une séance, et un groupe qui a réalisé le même échauffement musculaire sur lequel on a rajouté par-dessus respiration dynamisante, imagerie mentale. Et puis derrière, une nouvelle petite série de mesures de performance et de rythme cardiaque. Ce troisième protocole nous montre les résultats suivants. En vert, vous avez le groupe qui a fait juste un échauffement, et en jaune-orange, le groupe expérimental. Au niveau de la force, avant, vous avez un groupe expérimental, un groupe contrôle qui était un tout petit peu plus fort que mon groupe expérimental, et après, vous voyez que le rapport s'inverse. Pour les pompes, solide les pompiers quand même, moyenne à 45 pompes, c'est pas mal. Pour les pompes, vous voyez qu'au début, on n'a pas de différence significative entre nos 2 groupes, mais qu'en post-test, le groupe qui a pratiqué l'imagerie mentale et les respirations profondes fait une performance significativement meilleure que le groupe contrôle. Et ça, on le retrouve également avec le temps limite de gainage. Donc dans toutes les performances de force ou d'endurance de force, le groupe qui a pratiqué imagerie mentale, respiration plus échauffement est plus performant significativement que le groupe contrôle. Et on retrouve ça aussi sur nos rythmes cardiaques. Sur nos rythmes cardiaques, vous voyez que l'élévation du cœur, lorsque j'ajoute à mon échauffement imagerie plus respiration dynamisante, il est significativement plus haut que mon groupe contrôle. Sur ma variabilité de fréquence cardiaque, idem. Cette fois-ci, je suis sur le marqueur de l'accélération, d'accord, sur le système sympathique, et je vois que je maximise son activation lorsque mes pompiers ont pratiqué respiration dynamisante et imagerie mentale. Donc globalement, si je fais une synthèse de ces 3 études, nous pouvons dire que d'un point de vue scientifique, il existe réellement des outils qui permettent aux pompiers de passer de la zone de performance à la zone sous stress. On se pose encore la question. Ça sera les travaux futurs de nos équipes de recherche en collaboration avec les SDIS 77 et les SDIS qui collaborent avec nous. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces outils pour réguler le stress, c'est-à-dire faire passer les agents d'un surstress à un stress optimal? Et est-ce qu'on ne peut pas non plus mettre en place des protocoles avec ces outils pour, de manière plus chronique, essayer de réguler l'épuisement professionnel, l'anxiété, pour ramener ces opérateurs vers un état d'homéostasie prêt à donner la meilleure de leur performance. On voit aussi qu'avec ces outils, si on change un peu les contenus, on peut faire l'inverse. Je peux dynamiser et transporter plus rapidement les agents d'un état de sous-stress à un état de performance optimisée. Donc, d'un point de vue scientifique, tous les voyants sont au vert pour dire que la préparation mentale du sapeur-pompier, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui peut fonctionner. Maintenant, sur le terrain, c'est une autre histoire, mais ça, c'est plutôt Sylvain qui va vous en parler. Merci Lilian. Du coup, pour reprendre, chaque département sont chargés de former leurs sapeurs-pompiers. Et donc, du coup, dans le cadre de la préparation opérationnelle du sapeur-pompier, il est l'heure du coup de se poser les questions et de se dire comment est-ce que le sapeur-pompier peut être le plus efficace possible?
il était efficace hier, mais l'objectif c'est qu'il le soit encore plus demain. Et dans le cadre de l'amélioration continue, il y a de la technique qui vient sans arrêt nous procurer de nouveaux matériels, des nouvelles tenues, des nouveaux engins, et puis il y a aussi de nouvelles procédures opérationnelles qui permettent de mieux lutter contre les risques et les dangers auxquels on est exposé. Et donc du coup, il y a forcément dans la performance du sapeur-pompier des critères sur la préparation technique. Le deuxième levier, Lilian l'a abordé, et ça a permis de vérifier l'efficacité de certaines des techniques, c'est donc la préparation physique qui correspond à préparer physiquement, d'un point de vue de la force, de l'endurance, de la coordination, de l'adresse, le sapeur-pompier pour qu'il puisse faire face au milieu hostile. Et puis, naturellement, depuis des années, il y a la préparation tactique. Et là, du coup, on est plutôt dans le champ de la verbalisation de l'ordre, de l'analyse, de la prise de décision et de la priorisation. Et puis, lorsque on a regardé un petit peu comment on se préparait, on s'est rendu compte que notre préparation était très incomplète, et notamment la dimension mentale, puisque sur opération, il y a 80% des ressources que je vais mettre en œuvre pour faire face à la sollicitation, à l'intervention, à la demande des requérants, va dépendre de la qualité de la prise d'information. Auquel cas, je ne peux pas faire une réponse motrice, je ne peux pas décider d'une procédure ou mettre en œuvre une technique si je n'ai déjà pas capté l'ensemble des informations. Donc la préparation mentale nous permet notamment de prendre un maximum d'informations en essayant de gérer le stress pour éviter les biais et les effets tunnels. Et puis, on l'a vu par les publications faites avec Lilian, notamment, qu'ils permettent de mieux se mobiliser physiquement déjà. Et donc, au travers de ces améliorations, on a identifié des outils qui permettent de mieux répondre à cette gestion du stress. Donc, vous pouvez voir une autre modélisation de la courbe du stress. Et l'objectif pour le sapeur-pompier en situation opérationnelle est bien d'agir dans la zone d'adaptation optimale, c'est-à-dire dans laquelle je suis à 100% de mes moyens, tous mes sens en éveil et prêt à mettre en œuvre toutes mes ressources et mes capacités. Et puis, si je viens de partir en intervention, l'idée va être de me mobiliser. À l'inverse, si je fais face à une période de stress intense, il peut être opportun de récupérer et de faire abaisser ma zone de stress. Et les outils qu'on a choisis pour ajuster le niveau d'activation sont des outils soit de régulation. Je suis dans la bonne zone, alors il faut que je trouve des stratégies internes pour pouvoir rester dans cette zone optimale, ou alors des outils de récupération et de détente si je dois sortir de cette zone d'hyperstress, ou des outils de dynamisation pour sortir de cette zone d'hypostress. Les outils qu'on a proposés dans cette démarche pédagogique novatrice qu'on met en place depuis 2 ans sont la méthode interne, puisque l'idée c'est bien d'agir avec anticipation, avec adaptation et non pas en réaction. Et donc ça, l'idée, je vous conseille de réaliser chaque météo interne à chaque changement d'activité ou le plus couramment pour être sûr que vous êtes dans le bon niveau d'activation et de vivre pleinement l'instant. Il y a les respirations contrôlées qui permettent du coup d'agir en ce sens-là. Il y a aussi une technique qui s'appelle la dynamisation psychophysiologique. C'est un échauffement physique et mental qui permet de vraiment mettre en éveil les sens et d'activer de façon optimale le système cardio-respiratoire. Il y a également la préactivation mentale. C'est peut-être une technique qu'on peut utiliser dans l'engin. Le discours du coach, peut-être que ça vous parle s'il y a des sportifs qui ont déjà vous avez peut-être vu des reportages dans les vestiaires. Donc voilà, le discours du coach qui permet de rendre opérant. La prévisualisation opérationnelle. Donc là, c'est une technique vraiment d'imagerie mentale qui permet de reproduire mentalement mon nœud pour mieux l'apprendre ou pour le réviser, de façon à ce que ça devienne un arc réflexe et que j'ai un souvenir qui soit plutôt frais. Le temps de pause optimisé, sensiblement une technique qui peut se faire comme on l'a fait de façon assise. Donc c'est la pause tactique qu'on peut faire dans l'engin, assis sur un coffre du fourgon pompe-tonne sur un incendie, ou bien sur mon lit au retour d'intervention la nuit pour optimiser les 10 ou 12 minutes que je vais avoir avant de repartir en intervention. Et puis enfin, l'idée, c'est vraiment de créer des routines, des habitudes. Et donc, du coup, c'est un petit protocole IMPEC qui prend en compte l'individu pour qu'il puisse aligner ses pensées, ses émotions et son comportement pour être vraiment dans la zone optimale. Et ça,
d'en faire une habitude lors des prises de garde, lors d'un départ en intervention, où c'est du drill, où je vais m'habiller de telle façon, avec tel repère, et ça, du coup, c'est sécurisant et ça permet l'optimisation de la performance. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Depuis 2 ans, on a développé les outils de préparation mentale dans un seul but, c'est effectivement dans un premier temps de développer, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi d'améliorer l'adaptation du sapeur-pompier, son niveau de résilience. Un troisième enjeu, ça va être notamment de préserver l'usure du sapeur-pompier face au stress chronique notamment, et puis aussi de favoriser le bien vivre ensemble, de favoriser le bien-être, que ce soit à la maison, quand je rentre d'intervention, je rentre de mes gardes, ou quand je suis en caserne avec mes collègues. Et donc ces techniques, elles ont un but aussi managérial, elles ont un but préventif sur la santé, et quand elles sont déployées dans notre structure, on observe une efficacité certaine. Alors, on est à 1 à 2 années de recul. On a déjà collecté plus d'une 40aine de retours de terrain pour lesquels les situations opérationnelles ou péri-opérationnelles, c'est-à-dire en caserne, ont profité d'une des techniques qu'on a énumérées, que je vous ai énumérées en amont. Et donc, ces techniques, elles se déploient en caserne, pendant le parcours de formation. Elles ont des enjeux managériels aussi dans le cadre des relations interpersonnelles. Et donc vous voyez que globalement, notre porte d'entrée, c'est plutôt le levier de formation, l'objectif étant d'acculturer sur le long terme nos équipes. On peut, en dernière partie, pour ceux qui le souhaiteront, aborder des retours d'expérience plus fins sur des départs d'intervention sur des primo-intervenants, des apprentis pompiers qui, lors de leur première garde, ont été soumis à un certain stress et qui ont profité de ces techniques lors de tests de recrutement, lors de diagnostics physiques ou lors de colonnes de feux de forêt sur le territoire français. Globalement, les contre-indications, elles sont faibles. Il nous faut l'adhésion du sujet. Sans l'adhésion du sujet, à partir du moment où on a son refus, du coup, on n'est pas dans de bonnes dispositions. Donc, il n'y a pas de caractère obligatoire. La deuxième contre-indication, on n'est surtout pas dans le champ thérapeutique. On est concrètement dans le champ d'accompagnement individualisé et collectif, sur le champ pédagogique. Et donc, du coup, dans les indications, elles sont déjà pour tous ceux qui sont volontaires de vouloir aller bien et de vouloir faire bien leur travail. Elles sont en réponse, du coup, à un besoin. On va toujours proposer une technique à partir du moment où il y a un besoin. Elles sont à but pédagogique, je l'ai dit. Il n'y a aucun effet indésirable. C'est-à-dire qu'au pire, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bien, cette présentation, elle touche à sa fin, mais avant de rendre la parole, je tiens vraiment... alors c'est toujours la partie obligatoire, mais il faut savoir que là, on est deux sous les projecteurs, qui sont bien assez costauds d'ailleurs, mais c'est des équipes énormes. C'est-à-dire que pour tous les travaux de recherche, je vais vraiment remercier Jean-Philippe Biéchy. Je sais qu'il est là, donc il peut même se lever s'il veut, comme ça. Voilà, tous ces travaux, ou presque, sont issus de son travail de thèse en cours. Je sais qu'il y a David Amarantini aussi qui est par là, qui est un senior qui nous soutient, un senior scientifique qui soutient ces projets et sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose. Tous les autres qui sont absents, je pense à Camille, à Candice, qui sont nos étudiants lorsqu'ils viennent faire le diplôme de la gestion de la condition physique et mentale au STAPS de Rodez. Il faut que je remercie aussi absolument tous les SDIS et tous les pompiers qui nous accueillent dans leur centre pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces problématiques. Parce qu'à chaque fois, ces pompiers-là, en général, c'est leur congé. À chaque fois, ils sont volontaires. À chaque fois, les SDIS, ils ne sont pas obligés d'ouvrir. Donc, c'est vraiment une collaboration. Et sans ces collaborations, ça n'existe pas. C'est très simple. Sans eux, ça n'existe pas. Donc, voilà pour ça. Et puis, pour terminer, je vous propose un petit temps d'échange, si c'est OK. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez reprendre 2 minutes, refaire une petite météo interne avant de passer au temps d'échange. Et il me reste à vous remercier, vous, d'être venus, parce que sans vous non plus, tout ça, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Oui, je pense qu'on peut prendre le temps pour des questions. J'imagine que vous en avez. Moi, j'en ai. Il y a une question de devant, là. Il y a un micro qui va arriver. Merci d'abord pour cette présentation, c'était super cool, et pour le petit moment de détente qui a fait du bien. Du coup, c'est de l'auto-hypnose. Enfin, c'est beaucoup des techniques. Moi, c'est des trucs que j'ai déjà croisés pas mal dans ce domaine-là. Et du coup, je me demande si vous avez pu profiter justement de toutes les recherches qui ont été faites dans le domaine de la thérapie en utilisant ces mêmes techniques. Après, je trouve ça super intéressant, justement, le fait de l'appliquer à un domaine aussi extrême. J'imagine que ça pose d'autres contraintes, d'autres problèmes. C'est ça, en fait. Alors, pour ce qui est du domaine thérapeutique, donc là, on parlait de la préparation mentale du sapeur-pompier. Donc, sous ce statut professionnel-là, c'est pas de la thérapeutique. Après, donc nous, l'équipe, là, la plupart, on est docteurs en neurosciences, on travaille avec des patients, et c'est des choses qu'on a déjà mis en place aussi au niveau thérapeutique. Alors, les outils sont les mêmes, les contenus, bien évidemment, sont adaptés. Donc, cette adaptation, elle se fait en fonction du professionnel, du cadre et des objectifs. Ensuite, tu parles d'auto-hypnose, alors ça me va parce que c'est encore quelque chose de générique. Il faut savoir que tous les outils qu'on a présentés, respiration, alors la respiration, relaxation, zen, tout ce que vous voulez, il y a des traces d'utilisation de la respiration chez les samouraïs quand ils partaient au combat en l'an 1000. Donc on ne l'a pas inventé. Par contre, des fois, on lui a mis un paquet cadeau, on a mis une marque et on a dit ça, maintenant c'est à moi. Je ne veux pas le citer des noms, mais voilà, il y a des concepts qui sont payants parce qu'il y a un nom et on associe la technique libre de droit, la respiration, avec la marque du produit. Donc, effectivement, c'est des outils qui sont utilisés dans plein d'endroits. Tu parles d'auto-hypnose et thérapeutique, ok. On peut aussi aller sur les arts martiaux. On peut aller sur toutes les techniques d'apaisement, de développement personnel. Voilà, c'est des outils qui sont assez bien documentés dans plusieurs domaines, qu'on a empruntés et qu'on a essayé d'adapter. Mais effectivement, toutes ces recherches-là, elles nous permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus vite que si on devait tout écrire, c'est sûr. Mais c'est les mêmes outils, tu as bien identifié, même que l'auto-hypnose. Bonjour, donc merci pour la présentation. J'avais une question en fait par rapport aux conclusions de l'étude. Et en fait, on sait que si une personne fait plusieurs fois la même performance, il va y avoir une fluctuation quand même. Et du coup, il y a ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation. Et du coup, est-ce que vous avez, pour conclure en fait de réellement l'efficacité, être bien sorti de cet intervalle de fluctuation? Oui, alors c'est pour ça notamment que on étoffe les effectifs. Et tous ces effectifs-là, en termes de puissance statistique, ils sont calculés et le seuil statistique de significativité est calculé pour nous permettre de sortir de la zone de fluctuation avec un risque d'erreur de 5%. C'est le seuil statistique qu'on s'accorde en général. Et ce n'est pas avec 3 études que je pourrais parler au présent de l'indicatif. C'est la bonne voie. Mais quand on aura passé 800 pompiers dans 10 villes de France différentes, je pourrais peut-être parler plus facilement au présent de l'indicatif. Et c'est des choses qui sont prévues. Sauf qu'on ne peut pas tout de suite faire un grand projet national sans éléments de preuve antérieurs. Et là, on est vraiment sur des éléments de preuve antérieurs. Bon, ça fait quand même 6 ans qu'on a commencé maintenant. Là, je vous ai présenté les travaux les plus aboutis, mais on est sur 400 pompiers et presque 500 militaires de passer. Et globalement, ces pourcentages de différence, ils sont rémanents. Donc je pense que les données nous disent qu'effectivement, là, dans celle présentée, on sort de cet intervalle de fluctuation qui serait dû au hasard ou au cycle biologique des individus. Merci pour cette super présentation. Une question, donc j'ai bien compris qu'il y avait une préparation mentale des soldats du feu, mais est-ce que ça fonctionne en fait sur les traumatismes qu'ils pourraient avoir? Est-ce qu'ils sont plus performants quand ils rentrent pour repartir à l'intervention? J'ai bien compris qu'ils étaient bien préparés, ils étaient opérationnels, ils avaient un niveau de stress optimal, mais est-ce que quand ils reviennent, en fait, ça les aide à être plus performants pour la prochaine? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, en sachant que c'est toute chose étant égale par ailleurs. C'est-à-dire que si dans sa première mission,
physiquement, il a engendré de la fatigue périphérique. On n'est plus sur de la fatigue nerveuse, on est sur la fatigue périphérique, c'est-à-dire la fatigue musculaire avec des micro-traumatismes musculaires ou de la fatigue cardio-respiratoire avec un gros épuisement d'endurance. Et bien forcément, je ne peux pas comparer la performance d'après avec la performance à l'état reposé. Par contre, si je garde cet état de fatigue acté et que je fais une préparation mentale, effectivement, la performance d'après est meilleure avec la préparation mentale que sans. Donc c'est à l'instant T, toujours tirer le meilleur parti du potentiel. Mais on est d'accord que ça ne crée pas le potentiel. Si vous avez un pompier qui n'est pas entraîné physiquement, qui n'est pas entraîné tactiquement, qui n'est pas entraîné techniquement, on peut faire toute la préparation mentale qu'on veut, on ne fera pas un pompier opérationnel. Donc c'est vraiment un outil complémentaire qui vient en plus coiffer le gâteau, mais à la base du gâteau, il nous faut quand même cette préparation physique, technique, tactique solide. Une petite question, Sylvure, sur l'optimisation de la performance. Donc vous avez essentiellement, voire exclusivement focalisé la mesure de performance sur la performance physique. Est-ce que l'amélioration de la performance se généralise aussi au cognitif, dans des tâches par exemple, résolution de problèmes, mémoire de travail, attentionnel? Alors, c'est parce qu'elle m'avait donné que 45 minutes. C'est ma faute. D'accord. Alors, chez les pompiers, on est rentré par l'apport du travail physique, peut-être parce que c'était ce qui avait de plus contrôlé et qu'on avait aussi des bases de données antérieures des performances des pompiers et de leur décote de performance physique avec la fatigue. Ces questions de la performance cognitive, de la prise d'information, de la manipulation visuo-manuelle technique sont des travaux qu'on a menés avec des forces militaires spécialisées des commandos. Et effectivement, les pourcentages de gains sont même encore plus importants que uniquement la performance physique, parce que forcément, la performance physique, quand vous faites une production de force, vous avez une contribution centrale, le neurone qui envoie la commande à la moelle épinière, etc. Mais vous avez une contribution périphérique. Donc, si on a un muscle qui est complètement à plat, on a beau lui envoyer le maximal, il ressort un truc un peu moins à plat, mais à plat quand même. Sur les performances cognitives, de mémorisation, visuo-manuelles complexes, on a essentiellement du nerveux et du neuronal. Donc, les gains ils sont d'autant plus importants. Pour vous donner un exemple chiffré, on a fait l'expérience, toujours avec la même équipe de recherche, sur des brigades qui apprennent à devenir des soldats d'élite et qui doivent faire une piste extrêmement engageante. Et dans cette piste, il y a 20 obstacles avec des relais de sécurité à poser à chaque fois. Donc c'est une piste où on a le cœur entre 180 et 210 pendant 12 minutes. On évolue entre 50 et 120 mètres du sol sur 1 à 3 câbles. Voilà, quand tout va bien, il y a 3 câbles. Quand rien ne va plus, il n'y a qu'un câble. Et on a compté leurs performances, certes, mais on a aussi compté les erreurs ou les approximations techniques dans les manipulations de mousquetons, de cordes, d'encordage et de sécurité du partenaire suivant. Donc on a commencé aussi la tactique. Et avec la prévisualisation opérationnelle, avec la PVO, il nous a fallu 4 fois moins de passages pour arriver à 0 erreur que sans la PVO. Donc effectivement, ce ne sont pas des travaux que j'ai amenés en termes de data, mais on a ces données-là, elles sont dans les tuyaux, elles vont arriver. Et voilà, c'est peut-être encore plus spectaculaire quand on parle de connaissances 100% cognitives. Et si je peux ajouter, vous avez peut-être vu dans le diagramme sur les retours d'expérience, dans le cadre des formations, notamment les formations de chefs d'équipe ou de chefs d'agrès tout engin, c'est-à-dire les chefs des binômes sur incendie ou bien les responsables des primos intervenants dans le cadre d'incendie, la formation est basée beaucoup sur la formation, la gestion opérationnelle de commandement, justement cette prise d'information, de décision et de priorisation. Et du coup, on a 15 sujets qui ont été pris en charge par nos équipes. Laurent en fait partie au fond de la salle, qui est un des formateurs à la préparation mentale du sapeur-pompier. Et du coup, on a été appelé à la rescousse, puisque ces sujets avaient les compétences techniques, ils avaient également les compétences physiques, ou en tout cas les seuils minimaux, et puis d'un point de vue des process, ils connaissaient les procédures, mais ils étaient en échec pendant la formation, parce qu'en fait, c'était tout simplement un problème de gestion du stress et des émotions, avec les petites pensées négatives qui peuvent
faire des distractions, et puis le focus attentionnel qui n'était pas forcément le bon, et on est à 100% de réussite. Alors, ce qui est un peu dommageable aujourd'hui, c'est qu'on nous appelle que quand il y a encore un problème. L'idée, ce serait d'intégrer ça, et ça, il va falloir acculturer notre dispositif de formation pour l'intégrer pleinement dans les outils d'individualisation. Mais en tout cas, voilà, on est à 100% de gestion des échecs. Je vois que l'heure tourne, on va devoir prendre encore une ou deux questions, après on va devoir s'arrêter. J'avais une question par rapport au potentiel syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que vous avez vu une diminution de l'incidence de ces syndromes-là chez la population que vous avez étudiée ou pas encore? Pas étudié du tout. On a commencé hier. Non, On voit ça l'an c'est prochain, une alors. super question. On a évoqué avec Sylvain, Laurent, les stratégies à mettre en place, parce qu'une recherche, on peut pas la mettre en place du jour au lendemain. Il y a tout un processus de financement, parce qu'à un moment donné, pas de thunes, pas de recherche. Voilà, facile. De droit, on ne fait pas de la recherche n'importe quand, n'importe comment. Il faut demander l'autorisation à des conseils d'éthique. Donc voilà, c'est une de nos grosses pistes de travail pour les 5 prochaines années, effectivement. On espère. Mais... Un monsieur qui saute là. Dernière question. Est-ce que le concept de préparation mentale, de méditation, pourra se faire par exemple dans les écoles? Car je sais que des fois dans les grandes écoles, il y a des ateliers de méditation, dans les entreprises ça commence à être le cas. Est-ce que ce sera le cas? Car même vous avez parlé des bénéfices d'un point de vue neuronal qui sont plus élevés que les bénéfices de la performance physique. Car comme vous l'avez dit, quand on réalise une performance physique, ça dépend aussi des parties de notre corps, de nos muscles. Car Alors, le potentiel pourrait être énorme. Oui. La question c'est, est-ce que ça serait efficace? Est-ce que ça serait pertinent? Oui. Mais jusqu'à encore maintenant, malheureusement, ce n'est pas les chercheurs qui décident des mises en place politiques, et notamment des politiques d'éducation. Est-ce qu'on en touche régulièrement des mots aux décideurs ou aux gens qui parlent avec les décideurs? Oui, bien sûr. Est-ce qu'un jour ça sera en place? J'espère. Pas demain. Certainement pas demain, mais j'espère comme toi. Dans au moins 5 ans? 5 ans, c'est du domaine du rapide pour nos recherches. Ça serait bien. Mais effectivement, avec les enfants, c'est extraordinaire. Pour apporter un élément de réponse, ce sont relativement des techniques qui sont simples, pragmatiques, qui répondent à ce besoin et qui sont facilement appropriables partout et par tous. Donc en fait, l'objectif recherché étant bien évidemment l'autonomie. Et là, du coup, avec un petit peu d'acculturation, on peut se l'approprier facilement. Je vois que l'heure tourne, je suis désolée, on va devoir s'arrêter là pour les échanges, mais je crois qu'il y a encore d'autres questions, donc désolée pour les frustrés. Merci beaucoup à vous deux, merci pour les questions du public. Merci à toi. Merci. Et merci encore au Quai des Savoirs pour l'accueil. Donc je rappelle que leur exposition Feu Méga Feu dure jusqu'au 5 novembre, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.